Prenez des supports sur la table là à l'entrée. Ok, donc attaquons cette première séance de télé. Donc bonjour, je m'appelle Yann Jérémy. Je vais m'occuper de ce groupe de télé. Si vous voulez me joindre, le plus simple c'est de m'envoyer des emails. Hein. 2 heures. Donc c'est une UE de programmation Java avec une hypothèse, c'est qu'en fait vous parlez déjà un petit peu Java. Hein. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin et surtout au-delà de Java, de discuter comment est-ce qu'on fait pour organiser correctement du code orienté objet, de façon à ce qu'il soit bien réutilisable, flexible, avec plein de qualités. Et notamment, on va passer un peu de temps ce semestre à regarder les design patterns, qui sont donc des recettes un petit peu, des recettes de cuisine qu'on peut appliquer dans certains cas pour résoudre des problèmes récurrents et qui vont, qu'on va estimer qu'ils font partie un petit peu du bagage qu'on voudrait vous transmettre pendant cette UE. Alors on dit que vous parlez déjà un peu Java, on va quand même faire un petit peu de séance pour caler tout le monde à niveau et être sûr qu'on se comprend bien tout ça. Notamment cette première séance aujourd'hui, là pour objectif de rappeler un petit peu la syntaxe et mettre en place les concepts. Hein. Si vous vous ennuyez un tout petit peu, c'est bien, si vous êtes à l'aise sur ce support-là. Assez rapidement, on va sortir des terrains battus et arriver dans des cours qu'a priori personne n'a vu. Et donc, il va falloir plus s'accrocher. Comme toutes les UE de L3, là, on est tous à peu près pareil. Tout le monde n'y arrive pas, hein. On a des taux de réussite de 60 à 65%. C'est-à-dire 2 tiers qui l'ont en seconde session. Donc, il faut bosser, en fait, hein. Il faut bosser régulièrement pendant tout le semestre. Il y a des TME, on en reparlera en salle de TME tout à l'heure. Mais donc, il faut pratiquer un maximum. Et puis, voilà, être bien assidu et persister. Allez en cours, allez en TD, allez en TM. Alors, on va commencer ce sujet aujourd'hui avec un dessin UML, un diagramme de classe, plus précisément. Donc, on voit sur ce schéma 3 classes. Une classe qui s'appelle client. Donc, si vous tournez une page ou deux et que vous regardez juste après le TD1, vous allez trouver un récapitulatif de notation UML. Récapitulatif qui peut être utile, surtout si vous n'avez pas fait beaucoup d'UML précédemment. Donc, on va vous rappeler un petit peu la syntaxe et les équivalents en code d'un certain nombre des choses qu'on voit sur le dessin. Et donc, aujourd'hui, de toute façon, on va discuter ces éléments. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit des classes. Il y a 3 compartiments dans la classe. Là, on met le nom de la classe. Là, on met les attributs. Et là, on met ce qu'on va appeler les méthodes en Java. Comment en UML, on appelle ça plutôt des opérations. Mais bon, vu qu'on fait de l'UML pour Java, on va appeler ça des méthodes. Donc voilà, hop, client. Si je mets un petit moins, ça veut dire que c'est un attribut private. Je mets le nom de l'attribut. Et je mets son type. Ça qu'on est faire un attribut dans la classe. Et puis, si je veux une méthode ici, hop, je mets une méthode où, si j'ai envie, elle prend B, c'est un booléen, et elle me rend un integer. Ça, c'est fou, une fonction qui prend un booléen qui rend un integer. Alors, l'idée de ce schéma, c'est que on peut regarder le schéma, et puis, on a une vue d'ensemble beaucoup plus rapide que si on va plonger dans le code, il faut lire tout le code. Et donc, on va bien aimer ces schémas, on va s'en servir à la fois en TD et en TME de temps en temps, pour monter un petit peu en abstraction et raisonner sur comment le code s'appelle. Alors ça, c'est les éléments juifs d'une classe, et puis ensuite, on peut avoir une deuxième classe. Là, j'ai un client, là, j'ai un produit. Le produit, disons, il a un prix, c'est un double. Et là, je voudrais dire que le client, il a acheté un certain nombre de produits. Il a une liste de produits qu'il a achetés. Je vais modéliser comme ça.
Et ça va s'interpréter comme une liste de produits que le client a acheté, que le client possède. En tout cas, il peut y accéder. Quand j'ai une instance de client, il va pouvoir naviguer cette liste de produits et aller regarder les produits qu'il y a. D'accord ? Ça, c'est une liste parce que j'ai mis une étoile. Si je mets un 1 ou un 0,1, ça veut dire juste je connais un produit particulier. Bon, donc sur ce schéma, on voit 3 classes. Il y a le client. Il a un nom, un prénom, un identifiant, des choses comme ça. Il y a une classe compte. Il a un identifiant et un solde, essentiellement. Il y a une classe agence. Jusqu'ici, tout va bien. L'agence connaît étoile client. Donc, elle a une liste de clients, qui sont les clients de l'agence. Hein. Elle connaît étoile compte. Donc, il y a aussi une liste de comptes, qui sont les comptes qui habitent dans l'agence. Et chaque compte sait quel est le client qui lui correspond. C'est ça qu'on arrive à lire sur ce schéma. Vous voyez que pour client, il y a 1 sur l'association. Ça indique que il y a un seul client par compte. Donc, chaque compte a exactement un client. Bon, donc ça c'est la vue d'ensemble. On va essayer de travailler sur certaines de ces classes. Alors, la première qu'on va regarder, elle nous est fournie en fait. Hein. Donc on nous donne le code source in extenso de cette classe. Et donc, je voudrais qu'on discute un petit peu tout ce qu'il y a dans ce fichier source et voir qu'on est tous d'accord et qu'on sait ce que ça raconte. Alors, la première ligne, c'est la déclaration de package. Donc, on a un package et ensuite, on a un nom de package. Alors, les noms de package en Java, par convention, et les conventions, on va essayer de les respecter, hein, c'est que des minuscules. Hein, c'est des noms qui sont complètement en minuscules. Et c'est un espèce de chemin qualifié. Donc ici, on a dit qu'on allait se mettre dans le package pobj, qui est notre UE, .bank. Donc en général, dans l'UE, on va vous demander de coder vos classes au moins dans quelque chose qui est pobj ou un sous-package de pobj. C'est considéré très mal poli en Java de mettre des classes dans le namespace par défaut, enfin dans la racine de... dans le package par défaut, hein, si vous voulez. On fait jamais ça, donc on organise toujours les classes dans des packages. Et puis une fois que j'ai dit que mon package c'est pobj.bank, ça veut dire deux choses. Ça va vouloir dire un accès privilégié au reste du package. Donc, les classes qui sont au même niveau que moi, j'aurais pas besoin d'import pour m'en servir, je les vois tout de suite. Et on va avoir même une visibilité package, qu'on va rediscuter dans une minute. Hein. L'autre point, c'est l'arborescence des répertoires. Donc, mon fichier, pour que ça compile et que j'arrive à le build, il va falloir qu'il habite dans pobj/bank je sais plus, c'est client, je crois, client.java. C'est là qu'il doit habiter. Ici, devant, là, c'est, je vais mettre $source. C'est un des chemins que je vais passer au compilateur en lui disant, bon, bah, dans ce chemin, tu as le droit de trouver des sources. Et à partir de ce répertoire-là, ça, c'est le flag que je passe au compilateur. Et ben, il va chercher un sous-répertoire qui s'appelle pub, et dans ce sous-répertoire, un sous-répertoire qui s'appelle bank, et dans ce truc-là, il va chercher un client.java. Ou un client.class, si c'est déjà compilé, hein. Donc, les fichiers Java, c'est les fichiers sources. On invoque javac qui compile ça vers du bytecode, les fichiers .class. Et ensuite, les .class, on les passe à une machine virtuelle, qui va être capable d'exécuter les bytecodes Java. C'est en 3 temps, en fait. Ok. Donc, jamais mettre dans un package par défaut. Attention à l'arborescence des répertoires. Quand on utilise un IDE, ça se voit moins, hein, parce qu'il les met tout seul aux bons endroits. Mais si les classes sont mal placées dans l'arborescence, ça marche pas. Super.
Ensuite, on nous dit import. Ah, il n'y en a pas. Bon, il n'y a pas d'import. Donc là, on peut avoir techniquement une série d'imports. Import, ce que ça fait, c'est que ça permet d'accéder à l'objet sans avoir besoin de le qualifier. On n'est jamais obligé de faire import. Si je veux n'importe où dans le code, je peux qualifier complètement et écrire jobs.bank.client. Et ça, c'est quelque chose que je peux utiliser n'importe où dans mon code et ça va marcher même sans faire des imports. Donc l'import permet de ramener dans l'espace local. Ok. Ensuite, j'arrive sur la classe. Alors, premier point, on a public. Et ensuite, on a le mot-clé classe. Ensuite, on a le nom de la classe. Normalement, à cet endroit-là, on va rajouter extends implements. Donc, extends E1, implements I1, I2. Et là, on colle le corps de la classe. Alors ici, il n'y a pas de extends. Extends désignant l'héritage. En Java, chaque classe a le droit d'extends une classe au maximum. Et si je précise rien, ça veut dire que j'extends object, implicitement. Donc, object est la racine de toute la hiérarchie des objets Java. Et donc, toute classe Java est implicitement un object, soit parce qu'elle extends une autre classe qui elle-même implicitement extends object, donc peut-être avec de l'indirection. Mais en tout cas, toutes les classes Java sont des objects, entre autres. Les impléments ici, ce que je vais lui passer, c'est ici une série, une ou plusieurs, justement, à la contraire de l'extends, interfaces. Les interfaces, c'est quelque chose qu'on va beaucoup discuter dans l'UE. Pour en déclarer au lieu de classe, on met interface, et après on verra qu'on peut mettre que des opérations dans une interface. On n'a pas le droit de mettre d'attributs. Ça correspond au contrat qui peut être ouvert par une classe. Alors j'ai croisé le public, donc je vais en profiter pour faire un topo sur les visibilités. Je reviens là-dessus là. Donc on a 4 niveaux de visibilité en Java. Donc la visibilité. Alors déjà, ça note soit les classes, soit les attributs, soit les méthodes. Tous ces objets-là, ils ont une visibilité. Ensuite, il y a 4 niveaux de visibilité. Public, ça veut dire tout le monde. Et en UML, ça se note plus. À l'extrême, private, ça veut dire accessible entre accolade ouvrante et accolade fermante de la classe englobante. Donc ça c'est classe bidule. Dans ma déclaration, son scope c'est le corps de la classe. Si je déclare une méthode privée ou un attribut privé, le seul endroit où je l'ai le droit de le manipuler, c'est dans le corps de cette classe, là où il a été déclaré. D'accord? Alors entre les deux, on a la visibilité package. Alors ça, on va le noter avec un moins en UML. Hein. Le package, normalement, on le note tilde. Et package, ça veut dire accessible depuis toute classe du même package. Attention, ça s'appelle package. Il n'y a pas de mot-clé package. Donc la notation ici, c'est sans mot-clé. Si je mets rien du tout, ça veut dire package par défaut. Hein. Ok, le dernier niveau de visibilité, c'est protected. Et ça veut dire package plus les classes dérivées. Donc
Donc attention, protected est plus permissif que package en Java. C'est un petit peu bizarre. Il y a des choix différents dans notre langage. En C++, par exemple, c'est pas comme ça. Mais donc, c'est des niveaux croissants de visibilité, hein, avec chacun qui a un surensemble strict des visibilités précédentes. Okay. Alors, dans l'UE, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, les méthodes qu'on a envie d'invoquer depuis l'extérieur, on va les mettre en public. Et tout ce qu'on peut éviter de mettre en public, on va le mettre en private. Dans quelques rares cas, on peut avoir envie de mettre des attributs protected. C'est quand on fait une classe abstraite qui a des attributs qui a vocation à être manipulés par une classe dérivée. Hein. C'est assez rare comme use case. Hein. On préférera mettre des accesseurs sans doute plutôt que faire ça. Donc, globalement, public et private, c'est vraiment nos deux grandes classes de visibilité. Et on va essayer d'éviter de prendre l'habitude de ne pas mettre de mots-clés de visibilité. C'est travailler un peu ça. Par défaut, on va toujours vouloir des private et public pour les opérations qui ont besoin d'aide. Alors, ensuite, justement, on déclare un certain nombre de choses. Alors, on déclare 4 attributs, un identifiant, un nom et un nombre d'opérations. Alors, le statique, je vais revenir dessus dans une minute ou deux. On va le rediscuter. Donc, regardons plutôt les autres attributs, là. Donc, on met visibilité, type, nom de l'attribut, hein, c'est ça la syntaxe. Jusqu'ici, tout va bien. Et puis, ici, on a un mot-clé particulier, c'est final. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-clé final? Final, ça veut dire une seule affectation à cet attribut. Bon, il y a d'autres endroits où on peut le croiser, hein. Des fois ça peut être une variable qui est finale, ou un argument d'une fonction. De toute façon, c'est toujours le même discours. Une seule affectation à cet attribut ou variable dans le contexte. Ici, pour un attribut, ça veut dire dans le contexte... pour un attribut, ça veut dire durée de vie de l'objet. Alors, c'est pas tout à fait des constantes, c'est proche d'une constante quand même. Hein. Ce que ça veut dire ici en pratique, hein, c'est que le nom et le prénom d'un client ne peuvent pas varier au cours de la vie d'un client. Une fois que j'ai instancié mon client, vous voyez que dans le constructeur qui est en dessous, on va y passer string nom, string prénom. On fait 10.nom égale nom, 10.prénom égale prénom. Donc là, on a recopié ces deux attributs. Et à partir du moment où on a fait ça, ça y est, j'ai fait l'unique affectation à laquelle j'ai droit. Et ben voilà, dans la vie de l'objet, si j'essayais de faire un setter, set prénom, qui permettrait de mettre à jour le prénom, il y aurait une faute de compilation parce qu'il me dirait, ah ben non, t'es gentil, mais le prénom, c'est final, on n'a pas le droit de réaffecter. Alors, cela dit, c'est pas tout à fait des constantes. C'est pas tout à fait des constantes parce que peut-être c'est des références à une autre classe, et la référence, elle ne va pas bouger, je suis tout le temps référé à le même objet, mais je peux peut-être invoquer des opérations sur cet objet qui est référencé, qui vont le modifier ou le mettre à jour. Donc c'est pas tout à fait comme des constantes, mais quand on met des strings, ou quand on met des int, ou des choses comme ça, et qu'on les déclare finales, comme string est immuable, ça on verra qu'une string, il n'y a aucune façon de la modifier, quand j'ai fait une string et que je l'ai construite, ben, si j'essaye de faire append pour rajouter des caractères dessus, la méthode existe, hein. Elle me rend une nouvelle string, c'est pas la même que la précédente. Donc il n'y a pas de façon de modifier une string, du coup une string qui est finale, ici, c'est vraiment une vraie constante. Donc le nom et le prénom de mon client ne vont pas varier au cours de sa vie. Ok. Bon, je crois qu'il y a un autre là-dessus, hein. Ensuite, on arrive sur notre constructeur. Mais avant ça, on a un petit bloc bizarre qui commence par slash étoile étoile, qui se termine par étoile slash. Donc ça, c'est les balises, c'est les marqueurs de Javadoc.
Donc, le langage Java vient avec son propre système de documentation qui est distribué avec Java, hein, qui s'appelle Javadoc, et pour lequel on va avoir un certain nombre de balises qu'on peut remplir. Comme ici, on voit @param, qui va permettre de décrire les arguments de la fonction. Là, c'est un constructeur, alors il n'y a pas de type de retour, mais sinon, on aura aussi un @return pour discuter ce qui se passe quand on rend la valeur. C'est très bien d'avoir ces commentaires. Il y a un petit bouton à cliquer pour générer la doc de votre projet. C'est une bonne idée de s'habituer à mettre des commentaires dans vos codes sources. Hein. On verra que ce genre d'entête peut être généré par Eclipse. Hein. Au moins en partie. Donc en gros, si vous mettez / étoile étoile et que vous faites entrer, il va vous compléter ou vous construire un petit pattern de bloc Java code qui commente. Il est raccourci en, je sais pas quoi, Alt Shift XJ, je crois. Qui va vous générer le petit bloc qui va bien, où il prend les arguments de la fonction et il n'y a plus qu'à commenter les choses. Donc je vous encourage à utiliser ça. C'est bien. Ensuite, j'ai un constructeur. Donc le constructeur, c'est une méthode, mais petit 1, elle n'a pas de type de retour. Parce que ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va fabriquer une occurrence de client. Petit 2, elle porte le même nom que la classe. Okay, c'est ça qu'on reconnaît que c'est des constructeurs. Là, c'est un constructeur public. On rentre dedans. Alors, je dois ignorer le champ statique parce qu'on va en reparler. Et je fais des choses comme 10.nom égale nom, 10.prénom égale prénom. Alors. Donc la question qu'on va se poser ici, c'est comment sont résolus les identifiants et pourquoi c'est ça qu'il y a besoin d'écrire et pas autre chose. Donc supposons que j'ai un petit x, une petite variable x qui est mentionnée dans mon contexte. Donc ici, je mentionne id, par exemple. D'accord? Alors qu'est-ce que ça peut être ce petit x? Première étape, je vais chercher si c'est une variable locale ou un argument de la fonction. Utiliser méthode en Java. Hein. D'accord? S'il existe une variable locale ou un argument de la méthode qui s'appelle x, c'est lui qu'on veut. D'accord? Sinon, si ça va achever, hein, je cascade. Qu'est-ce que je me dis? En fait, peut-être que c'est this.x. Donc, ça voudrait dire que on va résoudre d'abord sur un attribut de la classe. Et si je veux qualifier, si je veux forcer à résoudre là-dessus plutôt que là-dessus, il faut donc que je rajoute un this devant. Sinon, le x tout seul, il va toujours résoudre là-dessus. Ça marche pas? Est-ce que par hasard, ça pourrait être un x qui est défini dans une super classe de la classe courante? Une classe parent. Note avec le mot-clé super. Donc c'est un attribut classe parente. Sinon c'est une faute de compilation. Undeclared identified. D'accord? Alors du coup ici, je suis dans mon constructeur de client. On m'a donné un string ID. Donc string nom. J'ai d'autres arguments, je sais bien. Qu'est-ce qui se passe si j'écris nom égale nom? Ben, la partie droite ici, elle résout pour être identifiée à cette variable. La partie gauche, elle résout exactement sur la même variable. Le compilateur va être gentil, il va vous souligner en jaune, il va vous dire ça fait rien à votre instruction. Hein. Ça sert à rien. Parce qu'affecter une variable à elle-même, ça ne la modifie jamais. Donc ce qu'on veut faire, c'est affecter dans l'attribut this de cette classe. Ça va this, hein, je n'ai pas trop parlé.
on va affecter dans l'attribut 10, donc on va forcer un ajout là-dessus. Donc on va qualifier la partie gauche. Ok? Ça va? Voilà. Et donc si par hasard vous avez besoin de forcer à qualifier sur autre chose, les syntaxes dans les autres choses qu'on peut qualifier. Bon, on a affecté. Ensuite, j'ai un getter, getNum. Donc, supposons que j'ai type quelconque, quelque chose qui est mon attribut. Alors, les attributs de la classe, on va essayer de toujours les faire démarrer par une minuscule. Et une majuscule au début de chaque mot. Hein. Donc ça, c'est un attribut de ma classe. Classiquement en Java, on va pouvoir engendrer deux accesseurs dans la syntaxe va être standard. Donc il y en a un, c'est void set mon attribut, avec une majuscule du coup qui passe en première lettre, parce que c'est le début d'un nouveau mot. Ça prend type, c'est-à-dire le type de l'attribut A, et ça fait 10 pour mon attribut égal à. Ça va? Réciproquement, on a un getter qui rend type get mon attribut de rien du tout, return mon attribut. 10 pour mon attribut. Alors, à quoi ça sert ces fonctions? Donc, c'est tous les deux on les appelle tous les deux des accesseurs. Celui-ci, c'est un accesseur en lecture pour accéder à la valeur de l'attribut. Celui-ci est en écriture. L'accesseur en écriture, on ne va pas toujours le fournir, hein, de même que l'accesseur en lecture, on n'est pas obligé. Hein. Cela dit, c'est classique de les offrir parce que les attributs, on préfère les déclarer private. Et donc, quand on veut avoir la valeur de l'attribut, il va donc falloir passer par une méthode. Donc ces méthodes-là, on les déclare typiquement publiques. Hein. Et ça permet d'y accéder d'ailleurs. Ça permet ensuite, si je mets à jour le corps de ma classe, par exemple, j'imagine que ici j'ai une méthode, c'est getAge, qui fait return mon âge. D'accord? Et puis l'année prochaine, je me rends compte que c'est pénible à maintenir, et que j'aimerais mieux avoir date de naissance dans mon bonhomme. Comme ça, quand on me dit getAge, je fais today moins date de naissance, je calcule combien d'années ça fait, et je te rends cette valeur-là. C'est plus malin. D'accord? Alors ça, ce sera facile à faire si j'ai fait un getAge, parce que j'ai plus qu'à modifier le code getAge pour faire ce calcul que je viens de faire. Si partout dans mon code, il y avait des is.age qui traînent, au lieu de faire des getAge, ça va être difficile à faire. D'accord? Donc la mise en place des accesseurs, ça va participer à ce qu'on va appeler l'encapsulation objet. C'est-à-dire que le fait que l'objet, il essaye de ne pas révéler comment est-ce qu'il stocke ses données dans ses attributs private. On va faire vraiment attention à ça. Alors ça, c'est pour des attributs de type arbitraire. Hein. Pour les attributs booléens, la convention, c'est is, machin. Si j'ai un attribut booléen qui dit ready, j'ai un booléen de ready, et ben mes accesseurs, il va s'appeler isReady, qui me rend un booléen. Ok. Ça, c'est plutôt des conventions, hein, tout ça. Donc ici, on accède au nom, on fait return nom. Il n'y a pas de setter parce que ça aurait été faux de le faire, vu que ici au final, ce nom et ce prénom. Hein. Ensuite, on fait enregistrer opération. Ça incrémente un compteur. Ça fait une opération plus qui va incrémenter le compteur du client actuel. Ensuite, on a la méthode toString. Et il y a un override. Commencer par un base override. Premier point, ceci est une annotation. On préfixe avec un arrobase, et ça va être des choses qui vont modifier un petit peu la façon de compiler, la façon de construire les choses, la façon
d'interpréter le code. Les annotations, c'est quelque chose qui n'est pas complètement figé, vu que y a des annotations dans la lib standard comme override, on regarde ici. Mais on peut aussi définir nos propres bibliothèques d'annotation avec plein d'effets intéressants. Arrobas 5 glotons et autres qui peuvent exister dans certains frameworks. Ok, ici, arrobas override, ça veut dire cette méthode est déjà déclarée dans une classe parente. Une classe ou interface parente. Alors ici, quelle est la classe ou interface parente dont on parle? Eh bien, on parle de object. Donc object, on a dit que c'était la racine de la hiérarchie. On n'a pas encore beaucoup parlé sur ce qu'il y a dedans. Mais donc dans object, on va trouver un certain nombre d'opérations standards qui nous intéressaient. La première qu'on rencontre ici, c'est donc cette public string toString de rien du tout. Cette fonction, c'est pour pouvoir afficher, ou plus globalement, obtenir une représentation string d'un objet. C'est ça le but. Entre autres pour l'affichage. Alors la version par défaut qu'on trouve dans Object, ce qu'elle fait, elle fait getClass, donc ça permet d'obtenir le nom de la classe sur laquelle on est en train de l'invoquer, et derrière elle met le hashcode, qui va correspondre grosso modo à l'adresse de l'objet en mémoire. Et donc chaque objet aura un affichage différent, dans lequel on arrive à savoir le type de l'objet, et sinon c'est très moche par défaut. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on définit notre propre classe? Eh ben, on rajoute un toString, comme c'est fait ici. C'est quasiment standard dans toutes les classes qu'on va écrire, on va rajouter les toString. Et donc, dans le toString, qu'est-ce qu'on voit? On voit des plus entre des strings et des variables de type string. Donc ça, c'est légitime en Java. C'est un des seuls cas de redéfinition d'opérateurs en Java. Il n'est même pas redéfini, c'est dans le langage. Et donc, plus entre deux strings, ça les concatène, ça les met bout à bout. On verra d'autres façons de fabriquer des chaînes longues, avec des string builders un peu plus tard. Là, c'est pas vraiment un mécanisme très efficace en certains cas. Mais donc, voilà ce toString. Alors, deuxième méthode qui nous intéresse et qui va être définie aussi ici, c'est ce fameux public boolean equals, qui prend un deuxième objet et qui cherche à nous dire si oui ou non 10 est logiquement équivalent à O. De toute façon, il y a l'équivalence logique et l'équivalence référentielle. Donc l'équivalence logique, ça veut dire que, en gros, tous mes attributs prennent des valeurs qui sont cohérentes avec celles de l'autre objet O. Alors ce qui est intéressant dans cette signature, c'est que comme on est défini au niveau de object, dans object, c'est tout à fait naturel que equals prenne un deuxième objet en paramètre. Parce que je suis un objet, on me demande de me comparer, ben je me compare à un autre objet. Là où c'est moins logique, c'est que là, on est dans la classe client. Pourtant, la signature sur notre support, c'est quand même public boolean qui prenne un objet. Alors pourquoi? Ben, si je mettais equals avec juste un client, ce ne serait pas un override ou redéfinition de cette méthode equals. Pourquoi? Ben parce que client, il y a des objets qui sont des clients, mais tous les objets ne sont pas des clients. Donc si moi je définis equals, mais que je sais traiter que les clients, je traite un sous-ensemble du contrat qui est offert par equals d'object. Il y a plus d'objets que de clients. Dans l'autre sens, ça marcherait. Je pourrais avoir un override. Donc si la méthode au-dessus, elle disait ici, moi je veux des clients, et que moi je définis un equals qui prend des objects, object étant un surensemble de clients, bah, entre autres, je sais répondre à toutes les questions qu'on me pose avec des clients, donc on peut considérer que j'ai effectivement redéfini override la méthode qui est au-dessus. On reviendra sur les règles pour l'override. Donc en gros, on a le droit d'élargir le domaine d'entrée des arguments qu'on passe. On a le droit de serrer le type de retour. On a un type plus fin ici. Mais dans le temps, ça marche pas. Bon, alors donc c'est pour ça qu'on a cette contrainte sur l'argument qui est typé object.
Du coup, comment est-ce qu'on s'en sort dans le code? Eh ben, on commence par comparer, est-ce que l'objet qu'on me passe, c'est pas par hasard this? Bon, bah, si c'est this, c'est fini, hein. Sinon, on va faire un test avec instance of. Donc, instance of, c'est un mot-clé du langage, hein. J'ai un petit objet obj, j'écris obj instance of comme tous les mots-clés du langage, c'est tout en minuscule, un type T, et ça c'est vrai si et seulement si obj est un T ou obj extends implements T. Ok. Donc ici, avec ce test, j'arrive à contrôler que si l'objet qu'on m'a passé, c'est pas un client, ben sûrement qu'on n'est pas égaux. Hein, donc on m'a passé une poire, je suis un client, je ne suis donc pas égal à une poire, quelle que soit sa forme ou sa couleur. Donc je peux directement te rendre false. Sinon, sinon j'ai une garantie à ce stade, c'est que le instance of il est passé. Et donc, je vais avoir le droit de faire quelque chose qui est un petit peu vicieux d'habitude. C'est ce qu'on appelle un downcast. C'est de typer, forcer le typage. La référence petit o, qui actuellement est typée object, et bien moi, je vais te forcer, compilateur, à accepter qu'en fait, c'est un client. Donc, la syntaxe, c'est comme on sait, là, on fait un cast, le client entre parenthèses, là. Et cette invocation est susceptible d'échouer au runtime, hein. Donc, si je me suis trompé et que j'ai pas bien protégé avec instance of, là c'est bien fait, hein. Ce qui peut se passer, c'est qu'on va se prendre un class cast exception au moment où on va essayer de faire ce traitement. Et c'est une runtime exception qui va le plus souvent planter le programme. Enfin, on peut la rattraper évidemment, mais ok. Bon, ben voilà notre première classe Java. Voilà, j'étais bien dans le détail. J'ai des questions, des choses qui sont pas claires là, dans ce fichier? Bon. Alors, est-ce qu'on a répondu aux questions à droite? Donc, quel est le nom de la classe, relatif ou absolu? Donc, le nom absolu, c'est pobj.bank.client. Hein. Le nom de la classe, c'est tout bêtement client. Et donc, on a dit, avec le nom absolu, je peux utiliser ce nom-là n'importe où dans le code pour accéder à cette classe client. Sinon, il va me falloir des imports pour accéder à ce nom. Hein. Quel est le nom du type correspondant? C'est client. Hein. Quel est son pactage? Donc, on a dit, c'est pobj.bank. Quel est le nom et où doit se trouver le fichier source de la classe? Donc, je l'ai dit, mais j'ai pas précisé la règle. Hein. Donc, il faut que j'ai un fichier Java qui porte le même nom que la classe ici. Et la règle, en vrai, c'est que dans un fichier Java, il ne peut exister qu'une seule classe publique qui porte le même nom que la classe. Par contre, il peut y avoir d'autres classes de visibilité moindre, par exemple des classes de visibilité package, qui habitent dans le même fichier Java. Ça, c'est possible. Mais une seule entité classe publique par fichier Java. Les attributs, donc on en a parlé. Les constructeurs, il n'y en a qu'un, c'est le constructeur de client. Les getters, je crois que j'en ai discuté. Les méthodes de traitement, il n'y en a pas vraiment ici, à part enregistre opération, qui incrémente le compteur. Hein. Les méthodes de traitement, on veut juste dire les méthodes normales, quoi, qui ne sont pas juste des accessoires, des choses qui font des calculs et qui travaillent. Les méthodes standards, c'est donc, dans notre exemple, toString et equals qui ont été redéfinis ici proprement. Je voudrais préciser juste ici. Donc, si vous allez dans le menu source d'Eclipse, on va trouver un bouton sympa qui s'appelle Generate Hash and Equals, qui va vous générer non seulement une méthode equals correcte, où vous voulez dire quels sont les attributs sur lesquels on va se comparer, mais aussi, s'il y a besoin, une méthode hashcode, qui peut être utilisée quand on va servir de hashmap ou de map, généralement. Donc, des choses sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard dans l'UE. Et on a aussi il y a aussi un generate toString,
qui vous génère une représentation par défaut avec nom de l'attribut égale valeur de l'attribut, nom de l'attribut égale valeur de l'attribut. Ça, c'est bien pratique. Bon, et pour dire que c'est des actions tellement fréquentes qu'on a un bouton dans l'IDE qui nous le fait à notre place. Hein. Alors, cela dit, dans l'UE, important de savoir écrire le equal soi-même. Hein. Il peut arriver qu'on vous demande de l'écrire, il faut être capable de l'écrire sans que l'IDE le génère. Capable de lire les codes que génère l'IDE, bien sûr. Hein. Après, à terme, ça permet quand même de gagner en productivité. Java est un peu verbeux, hein. C'est pour ça que c'est important de savoir utiliser l'IDE. En plus, on aura une épreuve en salle des machines sur machine. Hein. Donc, le fait d'être plus virtuose dans l'utilisation de l'IDE et qui vous aide en générant des trucs et tout ça, c'est vraiment une grosse aide quand on est encore limité à programmer. Ok. Donc, les méthodes standards. Expliquer les mots-clés. Expliquer les identifiants du client et comment c'est utilisé. Ah. Bon, voilà, je crois qu'il faut que je fasse un dessin. Alors, c'est un dessin dans lequel je vais introduire un certain nombre d'éléments de notation qui vont me servir au fil des TD dans les séances suivantes. Hein. L'idée, c'est que ça va être un dessin qui va essayer de représenter l'état du programme, en particulier de la mémoire du programme au fil de l'exécution. Donc, je vais imaginer que je me fais une classe main, hein, n'importe où. Je l'ai appelé main parce que j'avais envie, hein, et dedans, je vais mettre un programme Java. C'est-à-dire que je vais définir une fonction, public static void main en minuscule, prenant string crochet argument. Ça, c'est le marqueur d'un programme Java. Cette signature complète avec bien le string crochet, et ce nom main. Toute classe, n'importe laquelle, a le droit de définir une fonction main. Hein? Ensuite, c'est au moment où je lance Java, que je vais choisir la classe que j'ai envie de me servir de point d'entrée. Donc, on va exécuter le main d'une des classes, celle qu'on veut au moment où on lance le programme. Mais sinon, dans n'importe quelle classe, on peut avoir un main. Des fois, on met un petit main de test, quelque chose comme ça. Donc, dans ce main, je voudrais construire un petit peu des choses. En particulier, je voudrais construire un client C1. C1 égale new client de quoi comme argument? Nom, prénom. Je comprends. Hein? Peut-être Titi? Non? Il y a quelque chose de mieux? Bon. C'est nom, prénom, hein, d'abord. Bon. Allez, je vais mettre Dupont Gérard. Ok. Et puis ensuite, je vais mettre un client C2 égale new client. Je vais l'appeler Totu. Hein? Totu, c'est pas très grave. Et ensuite, je vais faire par exemple C2 égale C1. Et donc, je voudrais dessiner ce qui se passe dans mon desktop. C'est juste un exemple de main pour pouvoir montrer un peu la maison. Alors, je vais représenter plusieurs zones. Ici, je vais mettre le stack, c'est-à-dire la pile d'appels, dans laquelle il y a les variables locales. Donc, quand j'aurai des stack frames avec des barres, comme ça, je peux empiler des stack frames et dépiler des stack frames quand je m'en compte dans les fonctions. Ici, je vais mettre le heap, c'est-à-dire le tas en français, c'est la zone d'allocation dynamique. Donc, quand je vais faire new, ça va me prendre des blocs, ça va me les réserver là-dedans. Après, je vais me retrouver avec des points, des références, hein, qui vont aller référencer cette mémoire-là. Et là-dedans, peut-être un graphe d'objets qui se parlent entre eux et qui se référencent les uns les autres. Je vais faire une dernière petite zone, c'est la zone statique, dans laquelle on va allouer les variables qui sont statiques, parce qu'on va voir qu'elles ne sont pas allouées au sein des objets. Alors, première ligne, client C1. Donc, je crée C1. C'est typé client dans mon code. Initialement à ce stade, ça vaut rien du tout, ça vaut nul. Donc en Java, toutes les variables de type référence ont une valeur par défaut. Les types numériques, c'est 0.
pour tout ce qui est référence, c'est nul. Quand je déclare une variable, elle vaut par défaut nul. Pour un booléen, c'est false. Et pour tous les types numériques, c'est 0. Okay. Et puis si client C1 tout court, bon bah voilà, j'ai un client C1. Il vaut nul. Si jamais je fais C1.getNom, qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer de suivre cette référence pour aller trouver le bonhomme. Cette référence, elle vaut nul. Ça va me générer un NPE, null pointer exception. Faute très fréquente qu'on se prendra dans les codes. Hein. Donc la façon de produire un null pointer exception, on remarque que pointer, à part dans ce nom d'exception, normalement ça n'existe pas dans le jargon de Java. Hein. Mais bon, c'est pas une nulle référence exception, bizarrement. Donc la façon d'obtenir ça, si je fais point, et à gauche du point, j'ai quelque chose qui au runtime vaut nul. Ça, c'est un null pointer exception. Donc si je plante sur une ligne comme ça, c'est que C1 valait nul. C'est la seule façon de me planter là-dessus. Si par exemple j'avais un truc plus compliqué, C2.get getNom, .getNom, c'est pas terrible. getClient.getNom, disons. Et que je me prends un null pointer exception sur cette ligne, bon bah deux choses ont pu se produire. Soit C2 valait nul, soit C2.getClient valait nul. C'est les deux seuls scénarios possibles. D'accord? On cherche les points, et ce qui est à gauche du point valait nul, c'est ça que ça voulait dire NP. Ok. Donc maintenant, je vais affecter quelque chose. Alors d'abord, avant l'affectation, je traite la partie droite. Hein. On exécute les instructions d'abord ici. Donc là, je vois new client. Alors qu'est-ce que ça veut dire new client? Eh ben, déjà il y a new. Hein. Alors on va allouer ici un bloc de mémoire pour pouvoir ranger notre client. Alors le système, il sait la taille qu'il faut allouer. C'est la taille pour ranger un client. Ça, il peut le calculer. Hein. Vous voyez qu'il y a 4 champs dans la classe, donc il alloue assez de place pour ranger ces 4 champs. 4 champs qui sont ID, nom, prénom, NB opération. ID, nom, prénom, NB opération. Alors on n'a pas de size-off en Java, on n'a pas vraiment ces notions sur la mémoire. Mais bon, vous pouvez imaginer que c'est effectivement une structure comme ça dans laquelle il y a les 4 champs. Et ces 4 champs, ils vont prendre une valeur. Alors quand je fais le new là, comme ils n'ont pas de valeur de valeur qui est posée à l'initialisation, à la déclaration de ces champs, quand je rentre dans le corps de client de string nom, string prénom, je rentre dans le constructeur client et j'ai nom égale Dupont, prénom égale Gérard. Et je rentre dans ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, j'ai aussi this. Et this, il bosse. Alors, je viens de croiser client. Et c'est la première occurrence, la première construction d'un client. Au moment où on croise un identifiant dans le programme Java, ce que fait le système, c'est que donc il y a un composant de la machine virtuelle qui va s'appeler le class loader. Le class loader, comme son nom l'indique, il est là pour charger des classes et des groupes. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il voit client, c'est un identifiant, il demande au class loader, connais-tu client? Est-ce que tu peux me le trouver? Donc le class loader cherche, si on n'a pas encore chargé la classe, c'est le cas ici, on va charger la classe. Charger la classe, ça va consister à charger les bytecodes de la classe en mémoire, hein. Et également, on va faire les champs statiques, on va les allouer, et on va exécuter, si on a, le bloc d'initialisation statique. C'est un bloc sans nom qui peut exister dans la classe, qui va permettre d'initialiser les champs statiques. Donc ici, là, j'ai la partie statique de la classe client. Eh ben, il y a un espace pour ranger ce qui s'appelle compteur.
Et ce compteur, il vaut 0 initial. Alors, les champs statiques, vous voyez qu'ils sont initialisés séparément des instances d'objets. Il y a une seule occurrence à l'échelle du programme de cette information statique pour la classe client. Et c'est une variable qui est donc partagée entre toutes les instances de la classe. Alors du coup, j'exécute mon code. This.id égale compteur plus plus. This.id égale 0, compteur plus plus. Le compteur passe à 1 là. Okay. Ensuite, je recopie mon nom. Dupont Gérard. Nombre d'opérations 0. Et j'ai fait mon premier client. Okay. J'ai fini de créer mon constructeur. On pop ce stack frame. On ressort du contexte. On remonte là. J'ai fini de faire mon affectation. C1 pointe là. Mon nouvel état du programme, c'est ça. Le client C1 qui pointe cet objet. Et ce stack frame, il a été supprimé. Donc ensuite, je vais faire un client C2. Alors, si on a compris ce qui se passe, ça va me recréer une deuxième occurrence de client. Avec son nom, c'est totu, 0, et son ID, ça va être égal à 1. Et ici, le compteur va passer à 2. Donc, à chaque fois que je fais new client, en fait, chaque client aura un nouvel identifiant qui est engendré à partir de cet attribut statique qui est mis dans la classe. Et donc, à l'échelle de mon programme, j'ai une espèce de garantie, si vous voulez. Ça, c'est pas une très bonne garantie. Mais bon, ça va s'auto-incrémenter, et donc j'aurai un nouvel identifiant pour chaque instance. Donc, pourquoi je dis que c'est pas une très bonne garantie? Bon, si j'arrête mon programme et que je le redémarre, le numéro d'identifiant, il repart à 0. C'est peut-être pas ça que je veux dans une banque, qu'on perde les identifiants clients à chaque redémarrage. Il y a aussi des petits soucis d'accès en multithread, hein. Donc, si on est dans une application concurrente, les statiques, tout ça, c'est pas très bien. Ouais, c'est pas génial. Donc, y a d'autres façons de faire, si vous voulez. C'est pas un schéma très résistant, disons, que je vous recommande si vous cherchez à mettre des identifiants automatiques sur vos objets. Ici, c'est plutôt pédagogiquement pour rappeler la syntaxe et sémantique de statique par rapport aux attributs normaux, hein. C'est important de comprendre ce code, parce que c'est un bon exemple de comment numéroter vos objets, ça, j'en suis pas sûr. C'est pas juste. Ok. Bon, ça va le statique, tout ça. Bon, vous allez recaler en Java, hein. Donc, classe compte, proposer une méthode implantation de la classe compte. C'est parti. Voilà, vous avez bien de composer celle-là. Donc, la classe compte, elle ressemble beaucoup à la précédente, hein. La seule chose, donc, c'est que dans le compte, il y a un attribut qui est typé client. Ok? Donc, on a représenté sur le schéma une association. L'association, ça va donner un attribut private client. Voilà. Sinon, la construction... Bon, de nouveau, on va tout doucement à cette séance, hein, mais c'est parce que je voudrais être sûr de bien accrocher là-dedans. T'as mis un enregistre opération. Je pense que c'est le seul truc à vous souvenir. Le equal, il est un peu là quand même, hein, pour equal. Égal 10. On a les margines de contrat, donc Non, en fait, c'est pas... Pourquoi pas?
Mais je voudrais qu'on distingue les deux parce que si vous voulez, c'est égalité référentielle versus égalité logique. Normalement, cette fonction-là, c'est censé être l'égalité logique et pas référentielle. Alors, si tu me dis que les identifiants sont séparés et que du coup, si j'ai pas le même identifiant, on n'est pas d'accord, j'aimerais sans doute quand même mieux qu'il y ait un... Je crois que c'est déclare en finale. Moi, je vois bien, je pense que c'est l'explication du programme. Donc, surtout maintenant, je pense que ouais, mais là, vous voyez, c'est pas de la programmation défensive. Vous êtes en train de me parler du contexte, en disant je maîtrise mon contexte. Et quand je dessine une classe, enfin quand je construis une classe, je sais pas dans quel contexte elle va être invoquée, justement. Qu'elle marche tout le temps et tout ça. C'est pour ça, je trouve que c'est pas horrible dans le sens où, effectivement, j'imagine que le compte, il n'est pas censé y en avoir plusieurs occurrences à des endroits différents. Sinon, quand vous dites la programmation défensive, le nom et le oui, quelque chose comme ça, ou identifiant, ou quelque chose comme ça, enfin, juste comparer vraiment, enfin, si vous comprenez ce que vous faites, ça ne choque pas, mais au niveau stylistique, au niveau sémantique, c'est censé être un petit peu différent quand même, égalité référentielle, machin. Okay. Voilà, alors de nouveau, bon, on aura une épreuve sur machine, une épreuve sur feuille, hein. C'est bien d'apprendre à utiliser l'IDE et qu'il sache vous compléter ces trucs, notamment cet exercice-là, voilà, je viens de vous poser. Bon, c'est vrai qu'avec un IDE, ça va beaucoup plus vite parce qu'il peut nous générer toute cette... Enfin, quasiment c'est trivial, en fait, la classe, hein. Cela dit, il faut aussi être assez confortable et être capable d'écrire du Java avec un stylo sur un papier, du Java à peu près correct qui compile et du moins qui ne fait pas perdre trop de points parce que il y a des fautes de syntaxe violentes sur votre copie en examen. En examen, on essaie de limiter un peu la quantité de code demandé, mais c'est quand même une proc de Java, donc il y a toujours du code à fournir et bon, à corriger, c'est pénible aussi. Ça, hein, on partage. Ouais, on essaye un examen de focaliser sur la partie intéressante de l'interaction, machin. On ne demande pas tout le code Linux aussi. Enfin, il y a quand même du code à coller, hein. Les copies de POG à corriger, c'est pas mes préférés. Bon. Vous voulez encore quelques minutes? Ouais. Alors, je vais pas la faire une Excel sur le tableau, hein. Je pense que c'est pas la peine. Je vais juste discuter les quelques points qui me paraissent saillants dans la réalisation, hein. Pour mes attributs. Le constructeur, je vais supposer qu'on me passe le client et le solde, hein.
get client, get sold, je vais pas les écrire, j'ai la flemme. Créditer, débiter, je vais en faire un des deux et puis l'autre c'est un. J'imagine, hein. C'est mieux, quoi, j'ai un peu peur. Ok, et puis surtout ici, je vais aller déclencher un traitement sur le client. Enregistre opération, je crois que ça s'appelle. Bon, et puis pour débiter, je mettrai un moins égal et un strictement inférieur. Ou d'ailleurs positif aussi, d'ailleurs. Hein, on débite à certaines quantités. Ok. Donc ici, dans le contexte de créditer-débiter, je m'attends à mettre à jour le client pour lui dire qu'il y a de nouvelles opérations qui sont produites. Et enfin, j'ai un equals. Pas très envie de l'écrire non plus. Inversion. Override. Vous allez couler la equals. Bon. If, je sais pas. Return. Bon, comme il était normalement, ça change pas grand chose. J'ai casté mon O en compte dans la même instruction plutôt que de le loger dans une variable. Ça change strictement rien. Attention, le O casté en compte est pas très prioritaire. Là, le cast est très prioritaire, donc il a envie de caster une fois que j'ai fini de résoudre tous les points. Donc je suis obligé de surparenthéser autour pour que cette expression ait le bon typage et que je puisse faire fin dessus. Des détails de syntaxe, hein. Ici, la réponse c'est la classe indépendante. Plus compteur, c'était dans quel sens? J'ai pas fait pareil que l'énoncé? Non, c'est un autre truc, mais c'est un nouveau de par là. Après, il y a Là, je voulais quand même partir de 0 dans mes identifiants, donc ça change quelque chose, ça. Je crois pas que c'est une grosse problématique en Java, honnêtement. Le compilateur est assez bon pour le mettre dans le bon sens quand il y a besoin. On n'est pas comme en C++ ou plus, ça peut vouloir dire des choses compliquées. Je crois que c'est quelque chose qu'on évoque plus quand on fait du C++. Alors, il y a des questions là-dessus. Ça va, on est à l'aise? Allez, l'agence. Alors, comparer un tableau et un array list. Qu'est-ce que c'est que ces différentes choses? À quoi ça sert? Alors, qu'est-ce qu'on se fait? On fait un tableau entier, un tableau de string? Un tableau de string, c'est bien? On va mettre les strings ABC dans un tableau. On va comparer. Donc, voilà la question que je vous pose. Créer un tableau qui contienne le contenu A, B, C. À l'aide d'un string crochet, à l'aide d'un
liste de string. Et aujourd'hui, on va prendre même un array list de string. Je vais revenir sur array versus. Alors, qui a déjà vu des array lists, des listes et des collections? Bon, c'est bien, on va découvrir. Donc, on ne peut pas faire grand-chose sur ces choses-là. Hein. Le tableau nu, c'est soit parce que je connais pas ma lib standard, soit parce que je suis next level et que je me préoccupe de savoir la taille d'allocation de mémoire et que je sais que le tableau est plus efficace. Donc en gros, on n'ouvre jamais, hein, au niveau de l'UE. Donc en général, on va toujours préférer la deuxième forme. Hein. La deuxième forme, c'est quoi? C'est une classe bien faite qui encapsule un tableau, mais qui grandit quand il y a besoin de grandir, qui recopie les contenus quand il y a besoin, qui est correctement optimisé, qui nous propose aussi des choses comme trouver un élément dans le tableau et tester si deux éléments sont égaux, ou trier le tableau et compagnie. Hein, donc, des tas de choses utiles. Donc, ArrayList est plus facile d'emploi et ArrayList est dynamique. Il va grossir au fil de son utilisation. Si je déborde, il aura une politique de réallocation. C'est bien de connaître les deux syntaxes. Dans ce qu'on va faire en TME, on va manipuler un petit peu des tableaux nus, comme exercice aujourd'hui. Je voudrais parler un petit peu de cette syntaxe quand même du tableau nu. Et puis qu'on puisse comparer les deux, parce que je pense que tableau nu, par contre, on en a eu un. Oui, vous avez déjà eu des cours de Java. C'est juste qu'on ne vous a pas expliqué qu'il y avait des libs standards. Ni qu'il y avait une interface. Ni que... J'ai quelques soucis avec les gens du L2, là. Je suis désolé, c'est pas de faute. Ok, donc regardons ça. Alors, string crochet, comment ça se passe? Je me déclare une variable string crochet. Je vais l'appeler tab. Que vaut tab initialement? Nul. Donc, les tableaux Java sont assimilés à des objets en réalité. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais les deux notions sont très proches. Et la référence à un tableau, c'est comme une référence à un objet. Ça prend la valeur nulle initialement. Et puis ensuite, je peux lui affecter des choses en utilisant le mot-clé new. Donc ici, je vais pouvoir faire égal new. Là, je suis malheureusement obligé de répéter le type qui est à gauche. New string. Et je vais coller la taille ici. Alors, si je sais que je vais stocker que 3 entrées ABC, ben, je peux mettre tout bêtement 3. Il n'y aura pas la place d'en mettre plus que 3, mais il y aura la place pour 3. On peut directement personnaliser avec un liste. Ouais, comme ça, tu veux dire? Ouais. Je sais. Ouais, mais ça va pas ressembler après à l'initialisation. Je ne peux pas avoir les deux codes côte à côte. Donc il a raison, hein. J'aurais pu ici directement passer avec cette syntaxe-là, en vrai, une initialisation statique pour cette liste, et ça aurait marché. Ok, donc maintenant je voudrais affecter là-dedans. Donc je peux faire tab de 0, et tab de 0 actuellement ça vaut nul. Parce que ici j'ai alloué un tableau de 3 références de string. Donc ces 3 références, initialement elles sont nulles. Peut-être je vais vous montrer la mémoire à côté, hein. Donc j'ai tab, initialement il valait nul, bim, et maintenant il va pointer ici, sur un magnifique tableau, c'est un string crochet, les indices c'est 0, 1, 2, initialement ils ont chacun nul dans le ventre, et la taille d'allocation ici qu'on va appeler length, elle vaut 3. Donc ça, c'est ce qu'on a alloué pour l'instant. Quand je fais tab crochet de 0, j'accède à cette case elle vaut nul. Donc maintenant, je fais tab de 0 égale A. Donc là, je vais prendre ici et je vais coller A là-dedans. Je fais des petits raccourcis parce que la prochaine séance, on reviendra parler des strings et de leur sémantique. Ce serait plus précis et juste de dire qu'en fait, ici, je crée une nouvelle occurrence de string et je la référence, et c'est la référence vers cet objet. D'accord? Donc si je me permets un petit raccourci, on reviendra sur cette distinction entre la string en double quote ou la string comme ça. Ok, donc j'ai écrit A.
Table de 0 égale 1. Maintenant, supposons que je vais y afficher. Je peux par exemple faire for each string S appartenant à table. Et j'affiche. Avec un sysout de S. Alors, sysout, ça veut dire system.out.println. C'est un affichage sur la sortie standard. Quand je l'écris au tableau, j'écris le plus souvent sysout. Si vous êtes en train de l'écrire dans Eclipse, vous faites sysout contrôle espace. Il va vous compléter vers systemout. Ça évite de l'écrire parce que c'est un peu verbeux printf en Java. C'est printf du Java. Hein. Ok, donc là j'affiche ma string. Alors, ici, ça c'est une boucle for each. Vous avez déjà croisé? Donc ça veut dire que la string S, elle vaut table de 0, puis table de 1, puis table de 2. Ici, ça va afficher A, nul, nul. Hein, donc quand je passe un nul à systemout, ça fait pas une faute, ça va afficher nul simplement dans le texte. Mais j'ai pas très bien initialisé. Si je voulais, j'aurais aussi pu faire quelque chose comme ça. Pour un qui égale 0, i inférieur à tab.length. Attention, c'est pas une méthode. Ça s'accède comme un attribut. C'est un tableau, hein, c'est la longueur du tableau. I++ ou ++ i si j'ai un puriste dans la salle. Et ensuite, j'accède à table de i. Donc je peux faire un, je sais pas quoi, un sysout, table de i, table crochet de i. Ça va m'afficher le contenu de mon tableau. Ça va ça? Ok. Maintenant, je pourrais faire la même chose, mais avec une liste ou une array list. Alors, ça va se passer comme ça. J'ai une liste et je vais préciser, à l'aide d'un paramètre générique, ici, entre crochet triangulaire, inférieur, supérieur, que c'est une liste de string. Et je vais l'appeler L, du coup. Hein. Je vais l'initialiser en faisant ici une new array list. Opérateur diamant, parenthèse, parenthèse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On va revenir dessus, on aura une séance complète là-dessus, je crois que c'est la séance 4. On va expliquer tout le framework des collections. On verra qu'on a un itérable, comme tout ça on a les collections, et que parmi les collections il y a des listes, et des sets, et différents d'autres types de conteneurs. Une liste, c'est un conteneur dans lequel les objets ils sont strings, et je peux y accéder via un indice. Je vais faire get de i, valant entre 0 et size, et ça va me permettre d'obtenir le ième élément dans la liste. On verra qu'il y a d'autres conteneurs dans lesquels il n'y a pas forcément des indices dans les objets. Alors qu'est-ce que ça pourrait être en pratique? Ça c'est donc une interface. C'est un type abstrait. Liste. Ça dit notamment que je peux faire get de index, ça va me rendre un string, et je peux faire set de index et de string, et ça va mettre à jour la valeur qui est à l'indice, en mettant la valeur que je vais donner, en mettant à jour la indexième case de ma liste, pour lui affecter la string. Et j'ai aussi des choses comme add, qui va rajouter à la fin de ma liste. Et je peux faire des boucles for each, parce que c'est un itérable, et que donc on va pouvoir faire des boucles for each, comme j'ai fait ici, là. On va voir que ça marche aussi sur une liste ou une array. Ok, alors ici j'utilise un typage plus abstrait. Ça veut dire qu'ici je dis juste que c'est une liste, parce que pour m'en servir, j'ai besoin de savoir que ça. Il y a un get, un set, un add. J'ai pas besoin de savoir que c'est précisément une array list. Et ici d'ailleurs je pourrais mettre autre chose. Par exemple, j'aurais le droit de mettre ici vector, qui est une classe historique. On ne devrait pas se servir. Hein. Je pourrais mettre linked list,
une classe dépréciée aujourd'hui. On va mettre... bon, on va beaucoup utiliser ArrayList. Hein. Le plus souvent, c'est ça le bon choix. ArrayList, c'est stockage contigu dans un tableau, avec réallocation quand ça grossit trop, c'est tout. Hein. C'est un stockage très efficace et très adapté pour la plupart des usages. Ok. Donc, je crée une nouvelle ArrayList. Petit détail ici. Là, j'ai précisé le type, c'est string. Ici, j'ai rien précisé du tout. Donc, ce symbole inférieur-supérieur collé comme ça s'appelle le diamond operator. C'est pas juste que c'est vite, c'est que c'est un opérateur particulier. Et ça veut dire, compilateur, débrouille-toi pour deviner qu'est-ce qu'on aurait dû mettre là. Et comment est-ce qu'il va deviner? Il va faire ce qu'on appelle l'inférence de type. Il va regarder à gauche, il va dire, bah, c'est une liste de strings que tu veux. Vous voulez énumérer une liste de strings, c'est tout. Et voilà, il va compléter tout ça. Donc, ça, dans les syntaxes inférieures à Java 1.7, il fallait répéter string, ici. Depuis Java moderne, là, on n'a plus besoin de le répéter, il le fait tout seul. Ça évite un peu de verbosité, n'est-ce pas? Équivalent de là-bas, je vais rajouter dans ma string. Donc actuellement, elle est vide. Hein. Je vais pouvoir faire quelque chose comme l.add de petit a. Ça grossit au besoin. Donc le ArrayList, j'aurais pu lui passer à la construction un argument qui était la taille d'allocation initiale. Et même un deuxième argument qui dit de combien il grossit à chaque fois. Là, je lui ai rien passé. Je crois que la taille par défaut en Java, c'est 10. Donc il m'a alloué ici un tableau un peu trop grand. Il y a 10 cases dedans. Mais bon, c'est pas très important. Je rajoute un ou plusieurs éléments dedans. Ensuite, je peux strictement, avec la même syntaxe qu'avant, afficher les éléments. Sauf que la différence de ma boucle là-bas, qui allait afficher A, nul, nul, cette boucle-là, elle va afficher juste A, parce qu'il n'y a qu'un élément dans mon ArrayList. Et pareil, si j'affiche l.size, ben, initialement la size c'était 0. Maintenant la size c'est 1, parce que j'ai mis un élément. Si maintenant je voulais modifier l'élément qui est en première position pour lui donner une nouvelle valeur, alors, sur le tableau nu, j'aurais fait table de 0 égale B, par exemple. Bon, ben là, il faudrait vraiment que je fasse autre chose. L.set, à l'indice 0, tu m'écrases la valeur A par B. C'est comme ça que je vais mettre à jour. Si je voulais faire un accès indicé avec une boucle for, ça ferait comme ça, for int égale 0, i inférieur à l.size, attention c'est une méthode cette fois, i++, là je peux faire l.get de i, et faire je sais pas quoi, un sysout ou autre, enfin manipuler comme j'ai envie, pour accéder à cet objet. Bon, donc il faut juste s'habituer à faire get et set plutôt que tab crochet. Hein? Sinon, c'est assez facile à manipuler. Ça débordera pas. Ça s'intègre bien dans tout le cadre et toutes les autres opérations qu'on va voir dans le contexte de l'UE. ArrayList, manipulé à travers une liste, c'est notre go-to. Hein. C'est notre truc par défaut, on utilisera ça. Après, si on a d'autres besoins, on verra. Mais en première approximation, ArrayList, c'est ça qu'on a. Ah. Du coup, on me demande d'écrire la classe agence. Ça va être assez rapide, je pense. Hein. Donc, proposez-moi une classe agence, elle n'a que 3 méthodes. Dedans, vous allez lui mettre une liste, hein, c'est ça qu'on demande. Ah, vous faites de votre côté, vous ne me regardez pas, et puis après, c'est juste pour gagner du temps quand tout arrive. Hein, si j'ai un tableau client, je me cache.
Vous montrez quelque chose? Il pose la question après, non? L'évolution de la structure. Je crois que c'était juste un peu après qu'on avait pas compris. Si après ils demandent, et après ils disent, c'est bizarre, je pense, prend un truc en EN pour un peu du nom. Est-ce qu'on n'aurait pas une meilleure idée? C'est un exemple qui est censé être un peu pseudo-pédagogique, mais c'est pour utiliser la syntaxe. Je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, cet exemple. Il n'est pas vraiment construit pour deux, trois classes qui sont un peu. Après, ouais, on va discuter de ces questions, mais je crois que par rapport à l'objectif pédagogique du TD, c'est pas que c'est pas pertinent notre question, mais c'est que voilà. J'ai pas de bonne raison pourquoi c'est organisé comme ça. C'est pas un vrai code opérationnel, on n'en a rien fait derrière, donc on aurait pu faire mieux de plein de manières. Ouais. Ok. Bon, vous êtes plusieurs à m'avoir bâché sur la méthode add. Visiblement, on n'obtient pas tous les points. Donc, attention, ça c'est un peu trop rapide. Alors, on passe la structure rapidement. Donc, en dehors de cette méthode-là, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré mes trois attributs. Donc, j'ai préféré déclarer mes attributs comme étant des listes plutôt que des array listes. C'est juste que ça donne à mon code un petit peu plus de générosité. Si plus tard je décide ici que linked list c'est un meilleur choix en fait, pour mon application, je peux changer juste le new qui est ici, et tout le reste du code va continuer à fonctionner, parce que linked list est aussi une liste, et que la façon dont est déclaré cet attribut, les seules choses dont je peux dépendre dans ce code, c'est donc list, et pas array list. Hein, si vous voulez, ça rend mon code plus générique parce que ça le fait dépendre d'un contrat abstrait qui est offert aussi par linked list et par vector ou array list, mais sans avoir besoin de dépendre d'une implantation particulière comme array list. Ok, donc j'ai mes deux listes. Comme ici j'ai rien dit, elles sont initialement nulles. Ici, une option possible, ce serait directement de mettre les new ici. Et le new array list. Alors, l'initialisation à la déclaration des attributs en Java, on fait ça pour les attributs statiques, assez souvent. On peut le faire aussi pour les autres attributs. L'effet, c'est que ces instructions-là sont déjà exécutées au moment où je rentre dans le corps du constructeur. N'importe quel constructeur. Donc l'intérêt, c'est primo de factoriser ces affectations. Si j'ai plusieurs constructeurs, et ben, j'ai pas besoin de les répéter dans chaque constructeur, parce que je l'ai déjà dit avant les constructeurs. Par contre, méfiez-vous, si j'ai un attribut final, par exemple, et que je mets ça, c'est une vraie constante, je peux même pas la modifier dans le constructeur, c'est trop tard, hein, elle a déjà été affectée une fois. Après, c'est des questions de style. Si on a plusieurs constructeurs, on peut privilégier la mécanisme par bloc. Je suis pas fan.
on peut, mais je sais pas là. J'ai mieux des déclarations comme ça. Un des intérêts des déclarations comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être j'ai initialisé tous mes attributs avec des valeurs par défaut. Et ça veut dire que le constructeur par défaut, donc dans une classe Java, si je mets pas de constructeur, comme j'ai pas mis de constructeur, il y a un constructeur par défaut qui est généré par le compilateur et qui initialise tous les attributs à leur valeur par défaut, tout bête. Donc, s'il y a des initialisations à la déclaration, il va initialiser tous les attributs avec la valeur de leur initialisation. Et au bout d'un moment, ça me permet d'avoir un constructeur sans argument où j'ai même pas besoin de mettre de code, j'ai rien à faire, mais qui va fonctionner pour cette classe et l'initialiser. C'est vraiment aussi des questions de style, mais donc vous pouvez croiser les deux, c'est pour ça que je commande ça. Et vous pouvez croiser les deux dans différents supports. Alors, on va pas faire les deux par contre, hein. Soit on l'initialise ici dans le constructeur, soit on l'initialise là, mais pas les deux. Ok, mon toString. Mon toString, j'ai utilisé plus, un peu brutalement, entre les différents morceaux que je voulais afficher. Ici, j'ai directement mis client. Alors, client, ici, c'est une liste. Hein. Alors, quand on met plus et que j'ai une string et un objet, le compilateur se dit, bah, t'es gentil, mais je sais pas faire des plus entre des objets et des strings. Je sais faire des plus entre des strings. Il lui faudrait donc une façon, au compilateur, de promouvoir le type, ici, client, qui est une liste de bidules, en string. Cette façon de promouvoir, elle est standard, c'est toString. Donc, le compilateur, quand il voit ça, il se dit client, tu voulais sûrement dire, implicitement, client.toString. Donc, je peux mettre ce point toString, je peux ne pas le mettre, et dans les deux cas, ça aura le même effet, c'est que ce point toString va être invoqué ici. Le toString sur une liste ou une arraylist, là, ça met crochet, premier élément, virgule, élément suivant, élément suivant, élément suivant. Évidemment. Donc chacun des éléments va être affiché avec son toString. Comme on a correctement défini notre toString dans client, compte et compagnie, ça devrait bien se passer et être plus ou moins lisible. Je ne dis pas que ce sera magnifique, mais en première approximation, ça devrait passer. Bon. Ensuite, il y a ce add-compte. Donc en première approximation, je me suis dit, bon, bah, on ajoute des comptes. On ajoute des comptes, c'est tout. Je rajoute le compte dans la liste des comptes, et je rajoute le client dans la liste des clients. Or, l'énoncé me dit oui, mais non. Il me dit, les clients et les comptes ne doivent pas être stockés plus qu'une fois. C'est ça? Donc, j'ai besoin de savoir si, par exemple, mon client existe déjà. Dans les clients, je sais déjà. Donc, comment faire pour savoir si un client existe déjà? J'ai mon client clé, j'ai client. Ce que je voudrais faire, c'est for client C appartenant à ma liste de clients. If C.equals depuis. Avec trop de C là. Donc ça c'est compte. Voilà. Ça, parce que si je mets ça dans cette fonction, sinon il y a un chevauchement de dommage. Hein. If C.equals de client. Paf, là je l'ai trouvé. Ça c'est ce que je pourrais vouloir faire. C'est-à-dire j'itère sur tous les clients qui sont dans ma liste de clients. Si je le trouve, bah, je vais pas l'insérer. Si je le trouve pas, bah, je vais l'insérer à la fin de ma boucle. Comme on travaille avec une liste, donc ça c'est ce que je ferais aussi si j'avais un tableau de clients. Hein. Je pourrais faire la même boucle avec un tableau de clients, en me méfiant qu'il faut être bien plein jusqu'au bout, quoi. Ok. Ce que je pourrais faire sinon, c'est utiliser une des nombreuses méthodes qui sont dans liste. Alors, je sais pas ce qu'on suggérait ici. Un vecteur, peut-être? Qui disait dans les instructions? Ne doit pas contenir de doublons. Ne doit pas contenir de doublons. Bon, ben voilà, ça ce serait une option. Sinon, je pourrais faire quelque chose comme ça. If not client.contains
de client. Je l'ajoute. Alors ici, on voit contains. Vrai, si et seulement si, il existe élément de client, et e.equals, non pardon, cli.equals de e. C'est dans ce sens-là. Donc, contain, c'est une fonction qui est fournie avec ArrayList, avec le framework des collections. On en a d'autres variantes, comme ici, j'aurais pu utiliser indexOf, qui m'aurait rendu soit l'indice de l'élément qui est égal, soit une valeur négative s'il n'existait pas dans le tableau. Je pourrais utiliser des choses comme remove, non, delete, je crois que ça s'appelle. Je te passe un client et tu cherches dans la liste, et si tu le trouves, tu l'enlèves. Ce genre de choses. Bon, alors, toutes ces opérations, elles vont s'appuyer sur l'idée que vos classes respectent le contrat standard. En particulier, vous voyez que ce qui est utilisé ici, c'est equals. C'est ça le morceau important de cette définition. Le equals qui est là, c'est l'equals de object, qui permet de comparer les objets entre eux. D'où l'intérêt dans les premières questions d'avoir défini un equals. Ça nous permet maintenant de m'en servir et d'écrire un one-liner simple qui permet de faire le traitement que je veux. Okay, donc si equals c'est mal défini ou qu'il override pas correctement la version d'object, ça va pas bien marcher ce code, ce sera fort. J'ai pas dit ce qu'il y avait dans les equals d'object, si? Non, je crois pas. Donc, object.equals, le object other, hein. Le code source, c'est return this égale other. C'est ça le code source qu'on trouve dans la classe object. Donc ce sera vrai si et seulement si on a le même objet en mémoire. Ce qu'on appelle l'égalité référentielle. On pointe, on a le même adresse mémoire. Nous, ce qu'on a fait dans nos equals à nous, c'est de l'égalité qu'on va appeler logique. C'est deux objets qui sont logiquement équivalents. Si j'ai le même nom, le même prénom, le même identifiant, ben on est pareil, quoi. C'est pas pareil que égal. Par exemple, je pourrais imaginer que j'ai deux chaînes de caractères, et c'est la même string du pont, mais elle a deux endroits en mémoire différents, et donc, égal va rendre faux, alors que equal, ça rend vrai. Okay, c'est ça le... On reviendra dessus, la séance prochaine, on va pas mal discuter de ça. Bon, ben voilà, du coup, si client.contains, je l'ajoute pas. Et puis, je peux faire la même chose, protéger mon compte.add avec un if compte.contains de C, alors je le fais pas. Ah, un test. Bon, bah, je vais faire un dessin mémoire plutôt. J'ai des questions sur l'agence là, ça va, hein? Je vais arrêter de te prendre ton support, j'en ai besoin. Je te fais lire de travers. J'ai un torticolis, en plus on va se passer le feuille. Allez, c'est parti. Oui, il y a quelqu'un qui a de l'humour dans ce support. Je suis pas le grenier, mais c'est Olivier Sigaud. Ça va, il n'est pas dans le stade. Donc on a la banque impopulaire. Donc pareil que d'habitude, hein. Enfin, ça fait que 2 ou 3 fois que je fais ça, mais j'en ferai plein en cours du semestre. Hein. C'est pour ça que je dis comme d'habitude. Donc j'ai le stack, je l'ai mis. Donc je fais agence égale new agence. C'est la banque impopulaire. Et donc elle va contenir son
compte qui est en fait une array list de machin, et client qui est une array list de machin, mais je vais le représenter comme ça parce que ça ira bien. Ensuite, je fais un client égale new client de Dupont. ID égale 0. Dupont, Jean, nombre d'opérations 0. Systemout.println client.getNum. Qu'est-ce que je vais obtenir? Le dessin, c'est plutôt de principe. Hein. Ce que je vois, c'est plutôt que vous voyez comment est-ce qu'on les construit, ces dessins, et est-ce que ça représente. C'est tellement populaire au copier les stations. Dupont. Donc on va écrire nom client de point Dupont. Prénom client de point Jean. Ok? Ensuite, je fais compte 1 égale new compte de client 1000. Compte 2 égale new compte de client 2000. Compte 1, c'est une occurrence de compte. Son ID c'est 0. Son client, c'est une référence à cet objet-là. Son solde, c'est 1000. Ensuite, je crée un nouveau compte, compte 2. C'est une autre occurrence de compte. Son identifiant, c'est 1. Son client, c'est toujours ce même client. Son solde, c'est 2000. Ici, tout va bien. Ça va? Ensuite, je fais agence.compte de client compte 1, agence.compte de client compte 2. Alors, le client, vu que la liste de clients est vide, il va se retrouver dans le client de 0, là, dans la première case. Il va se retrouver comme ça. Le compte, il n'existait pas encore. On va se retrouver comme ça. Ensuite, je fais la même chose, mais il y a une deuxième fois le même client. Du coup, je ne dois pas l'ajouter une deuxième fois. Je vais me retrouver ici avec un deuxième compte qui va là. Donc, mes comptes, ils pointent tous vers la même fille. Vous me dites si c'est pas clair mon schéma. Hein. Alors, j'affiche compte 1.getSold. Qu'est-ce que je trouve? Compte 1.getSold. J'affiche compte 2.getSold. 2000. Je fais compte 1.crédité de 200. Compte 1, et j'invoque crédité de 200. Solde plus égal la valeur. Je passe à 1200. Et je fais client.incrément NB opération. NB opération qui valait 0, il passe à 1. Hein? Moi, je fais compte 2.débité de quelque chose, c'est ça? Débité de 300. Donc, on tombe à 1700. Et on incrémente le nombre d'opérations qui passe donc à 2 là-bas. J'affiche les deux soldes. Qu'est-ce que je vais afficher? 1200 et 1700. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Ça va, c'est limpide, hein? Facile, Java, facile. Alors,
me reste pas beaucoup de temps. Trouver l'ensemble des comptes qui correspondent à un client. Je vous propose ici une version très simple. On met ça dans l'agence. Hein. J'itère les comptes. S'il y a un compte dont le client est bien égal au client que je cherche, je l'ajoute dans mon résultat. Je termine en rendant le résultat. La seule question, c'est donc comment est-ce que j'initialise mon résultat, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore de variable qui fait ça. Bon, je vais me faire une array list, hein, tout simplement. Hein. Liste de comptes res égale new array list, diamant, parenthèse, parenthèse. Je pars avec une liste vide et puis je la remplis avec les éléments qui m'intéressent. Et j'obtiens la liste de ceux qui m'intéressent. Voilà. Alors la dernière question qui dit vous ne trouvez pas que c'est un peu pas terrible? Donc cette opération-là, elle nécessite de se balader sur tous les comptes à chaque fois. Imaginons que j'ai 1 million de comptes et 100 000 clients, disons. 500 000 clients, ils ont 2 comptes chacun. Effectivement, il faut que j'itère tous les comptes pour faire ce travail. Ça ne paraît pas génial. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Une suggestion qui m'a été faite là, il l'a suggéré, mais pourquoi est-ce que dans le client, on ne met pas juste une liste de comptes? Comme ça, quand je vais faire get compte for client, et ben, je prends le client et je regarde sa liste de comptes et je te rends directement cette liste de comptes. Actuellement, si vous voulez, on a un lien du compte vers le client, qui me permet, comme je fais ici, de faire compte.getClient et bim, de choper les comptes qui lui sont associés. Mais j'ai pas le lien inverse. Et le lien inverse, c'est étoile, parce qu'un client il peut avoir plusieurs comptes. Je pourrais très bien imaginer avoir une liste de comptes dans le client et correctement la maintenir à jour. Par contre, si j'ai à la fois le lien dans les deux sens croisés, c'est toujours un petit peu pénible à maintenir. Hein. Il faut se méfier. L'autre alternative dont on discutera quand on aura les outils quelques séances plus loin, ce serait par exemple de faire un map de client ou de string, peut-être, le nom du client, sur liste de comptes. Ça, c'est un système qui a une clé, va pouvoir associer une valeur. La clé, c'est ça. La valeur, c'est une liste de bijou. Et donc là, si j'ai un map comme ça, je pourrais faire des choses comme map.get de Dupont et directement obtenir une liste d'objets qui correspondent à Dupont. Donc ça, to be continued. Séance 3-4, on va voir ça en détail. Ouais. Avec des sets, ouais, des maps. Bon, l'objectif de l'exercice d'aujourd'hui, c'était plutôt de rencontrer un réaliste, parce que quand j'ai posé la question, personne ne connaissait, c'est pas normal, hein. Et puis de préparer le TME. Alors le TME, je vais juste en glisser 2 mots tout de suite, hein. On a des arcs de TME. Donc là, on démarre le premier arc aujourd'hui qui doit nous accompagner sur 3 séances. L'idée, c'est que la séance 3, il y a essentiellement ce qui s'appelle des bonus. Des questions en plus, des extensions, des choses, tiens, rajouter une heuristique et tout ça parce que c'est pas assez efficace. L'idée, c'est que c'est pour qu'il y ait personne qui s'ennuie. Vu qu'on sait que les niveaux sont assez hétérogènes quand on arrive ici au début de la séance, eh ben, vous avancez à votre rythme. C'est important de bien tout comprendre ce que vous faites pendant les TME, hein. Vous pouvez poser des questions si vous avez des soucis. Et puis, voilà, si vous avez rapidement fini le TME1, vous enchaînez sur la suite, et puis vous essayez de faire autant que vous pouvez de l'arc sur les 3 premières séances. C'est ça l'idée.
On vous reparle du guide de faire la mise en place en salle de TM.